Elle voulait un mois de séparation pour voir si je lui manquerais. Mais après 3 jours, elle a réalisé qui elle avait perdu. Je crois que j'ai besoin d'un mois. Ces mots n'ont pas été reçus comme une confession. Ils sont tombés comme un scénario répété trop de fois devant le miroir. Élodie était assise en face de moi dans notre salon silencieux. Sa voix était légère comme une plume, comme si elle demandait des serviettes supplémentaires au restaurant. Aucune hésitation, aucun tremblement, juste du calme. Un mois. J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre. Le bourdonnement du réfrigérateur était soudain la chose la plus bruyante de la pièce. Pour réfléchir, ajouta-t-elle rapidement. À nous. À moi? Je ne sais pas. Juste pour respirer, Julien. Ses yeux ne m'ont jamais quitté. C'était la partie qui m'a le plus touché. Comme si elle voulait voir l'incrédulité me frapper. Personne d'autre n'est impliqué, dit-elle, les mains soigneusement croisées sur ses genoux, comme si elle était à un entretien d'embauche. Il ne s'agit pas de tromperie. J'ai juste besoin de clarté. Clarté. C'était le mot qu'elle avait choisi. Pas amour, pas espace. Clarté. J'ai hoché la tête lentement, ravalant la chaleur qui montait dans ma poitrine. Est-ce comme ça que les gens font maintenant, ai-je demandé, ma voix plus faible que prévu. Ils réservent des retraites de découverte de soi pour échapper à leur mariage. Elle laissa échapper un léger soupir, presque sympathique, comme si j'étais celui qui était déraisonnable. Tu y penses trop. Un mois de séparation, pas de dispute, pas de drame. Voyons si nous nous manquons mutuellement. Je l'ai regardée longuement, assez longtemps pour remarquer qu'elle avait déjà fait son sac et l'avait laissé près de la porte. Assez longtemps pour réaliser qu'elle n'avait pas scié une seule fois. Élodie et moi étions mariés depuis 5 ans. Pas encore d'enfants, bien que nous en ayons parlé. Nous avions parlé de beaucoup de choses, hypothèque, camping dans les Alpes, une potentielle activité secondaire de vente de meubles que je construisais le week-end. Elle était celle qui planifiait. J'étais du type lent et stable. Ensemble, nous nous équilibrions, du moins c'est ce que je croyais. Elle est partie cette nuit-là avec un baiser sur la joue, comme si elle allait à un cours de yoga. Je ne l'ai pas arrêtée. J'aurais dû. 3 jours ont passé. Je me suis tenu occupé, lessive, courriel, menuiserie dans le garage, j'ai même réparé la charnière grinçante de la porte du cellier dont elle se plaignait toujours. Puis est venu le coup de poignard. Je faisais défiler le réseau Vista en buvant du café réchauffé dans notre appartement trop silencieux lorsqu'une notification est apparue. Élodie était identifiée sur une photo. Chalet en Savoie, lumière scintillante, un bain à remous chauffé au bois sous des pinceaux poudrés de neige. Et elle était là, Élodie, souriant contre l'épaule d'un homme que je n'avais jamais vu. Sa main reposait sur sa cuisse. Ses yeux, ils ressemblaient à l'été. Mes doigts sont devenus froids. J'ai laissé tomber le téléphone sur la table, l'écho de son bruit était plus fort que mes propres pensées. Elle a dit que ce n'était pas à cause de quelqu'un d'autre. Elle m'a regardé dans les yeux. Je me suis levé trop vite, et la pièce a basculé. J'ai eu l'impression que la gravité avait changé, que tout l'appartement s'était penché de côté. Mes jambes étaient raides comme la pierre. Ma poitrine était creuse. Je n'ai pas crié, je n'ai rien jeté. Je me suis juste assis sur le bord du canapé pendant ce qui m'a semblé 1 heure, fixant l'image gravée dans mon cerveau. Chaque pixel était un mensonge, chaque sourire une trahison. Ce n'était pas de l'autoréflexion. C'était une escapade avec un plan de secours. Et tandis que le silence pressait contre mes oreilles, j'ai senti quelque chose changer profondément en moi. Pas de la rage, pas de la tristesse, quelque chose de plus froid, de plus aiguisé. Elle pensait que j'attendrais, pensait que je mijoterais dans la confusion pendant qu'elle jouait à la maison avec quelqu'un de nouveau. Elle s'était trompée. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas supplier. J'allais lui montrer exactement ce que le silence peut dire. 2 jours après que la photo eut tout brisé, mon téléphone a vibré. Élodie, salut, je pense à toi aujourd'hui. Nos conversations me manquent. Aucune excuse, aucune explication, juste des émoticônes en forme de cœur et de soleil, comme si rien ne s'était fissuré. Comme si je ne l'avais pas vu blotti contre quelqu'un d'autre, un verre de vin à la main, dans cette escapade en montagne construite pour 2. J'ai fixé l'écran avec incrédulité.
Mon pouce planait au-dessus du bouton de réponse. Pendant une seconde, j'ai imaginé taper ce que je ressentais vraiment. Quelque chose de cinglant, de cruel. Mais je ne l'ai pas fait. Cela lui aurait donné du pouvoir. Au lieu de cela, j'ai tapé lentement, choisissant chaque mot comme un chirurgien avec un scalpel. Moi, salut, tu me manques aussi. J'espère que cet espace te donne la clarté dont tu avais besoin. Et c'était tout. Aucune ponctuation, aucune amertume. Parce que la vérité était que j'avais déjà commencé à construire quelque chose derrière le rideau. Une autre sorte de clarté. C'est étrange à quelle vitesse la douleur peut se figer en concentration. La première nuit seule, j'ai à peine dormi, je me suis tourné et retourné sous des draps froids, le cœur battant comme un tambour de guerre. Mais à la deuxième nuit, mon esprit s'est aiguisé. J'ai arrêté de vérifier la porte. J'ai commencé à planifier. Elle voulait de la distance. Je vais lui donner des kilomètres. J'ai regardé autour de l'appartement et j'ai réalisé à quel point il était impeccable maintenant qu'elle était partie. Pas d'élastique à cheveux sur le comptoir. Pas de tasse à moitié pleine laissée près du lit. Juste des surfaces propres et du silence. Ce n'était pas comme à la maison. C'était comme une salle d'attente. C'est là que j'ai commencé à tout écrire. Pas pour elle, mais pour moi. Mon téléphone s'est rempli de notes, de pensées, de lignes de poésie, presque. Pas le genre romantique, mais le genre qui fait saigner avec la rime. Je me suis assis près de la fenêtre avec du café, relisant ce que j'avais écrit, le murmurant comme des prières. Il m'a donné une structure, un contrôle. Une ligne m'a frappé plus fort que les autres, tu n'avais pas besoin d'espace. Tu avais besoin d'un miroir. Le lendemain matin, j'ai envoyé un message à Clara. Clara et moi étions allés à l'université de Lyon ensemble. C'était une vieille amie, du genre qui ne demandait jamais trop, mais se souvenait toujours des anniversaires. Il y a des années, elle était mannequin à temps partiel pendant que je m'amusais avec la photographie amateur. Nous avions perdu le contact, mais elle suivait toujours mes publications sur la menuiserie. Moi, salut, question aléatoire. Tu fais toujours du mannequinat? J'ai besoin d'une faveur. Séance photo? Elle a répondu en quelques minutes. J'ai toujours mes bottes et mon rouge à lèvres. Quel est le concept? Je lui ai dit la vérité. La moitié en tout cas. Quelque chose qui ressemble à un nouveau départ. Confiance, curiosité, nouvelle vie. Elle a dit qu'elle était partante. Cette nuit-là, Elodie m'a envoyé un autre message. Cette fois, il y avait une vieille photo de nous au bord d'un lac, filtrée en sépia doux. Elodie, tu te souviens de ce jour? Moi oui. Chaque seconde. Aucune mention du gars du chalet. Aucune trace de culpabilité. J'ai répondu par un simple « oui, bon moment ». Puis j'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai commencé à réserver le studio. Quelque chose de simple. Un fond, un éclairage doux, juste assez pour que cela semble intime sans être manifeste. J'ai choisi quelques-unes de mes meilleures chemises, dépoussiéré une montre que je n'avais pas portée depuis notre deuxième anniversaire, emballé une de mes pièces en bois et une table basse que j'avais construite à partir de chaînes recyclées et je l'ai chargée dans le camion. Elodie voulait faire semblant que tout allait bien, envoyer des messages comme si nos vies étaient toujours liées. Mais elle ne savait pas que chaque mot qu'elle envoyait n'était qu'un fil de plus que je coupais lentement, silencieusement. Elle avait sous-estimé à quel point je pouvais être silencieux lorsque je décidais de disparaître. Et maintenant j'avais quelque chose à lui montrer. Pas un accès de colère, pas une menace, juste une seule image soigneusement mise en scène qui dirait tout ce que je ne disais pas. Le studio photo sentait les ampoules halogènes chaudes et quelque chose de légèrement sucré. Peut-être le parfum que Clara avait vaporisé sur son écharpe. Elle est entrée avec un sac de sport jeté sur l'épaule et un regard qui disait qu'elle était là pour plus que du plaisir. Elle était là pour m'aider à marquer un point. Tu as l'air d'un homme en mission, dit-elle en laissant tomber le sac près d'un banc. Et avec le cœur brisé, si je ne me trompe pas. J'ai souri. Pas le genre qui atteint mes yeux. Quelque chose comme ça. Clara et moi ne nous étions pas vus depuis des années, mais elle s'est immédiatement installée dans son rôle. Elle avait cette beauté intemporelle, des pommettes saillantes, des yeux expressifs, le genre de calme qui faisait que les gens la remarquaient sans qu'elle n'essaie. Mais ce dont j'avais besoin d'elle n'était pas le désir.
C'était l'implication. Nous avons commencé simplement. Moi à l'établi que j'avais transporté, faisant semblant de polir une pièce finie. Clara à l'arrière-plan, les bras croisés, appuyée contre le mur, souriant d'un air suffisant comme si elle connaissait des secrets que personne d'autre ne connaissait. Le photographe était un ancien contact de mes jours de pigiste. Pas de questions, juste des angles. Les lumières se sont allumées, l'obturateur a cliqué rythmiquement, et quelque part en moi, j'ai commencé à me sentir réveillé. Clara s'est rapprochée pour la prochaine série. Sa main a frôlé mon épaule alors que je me penchais en arrière sur le banc, les yeux mi-clos, la bouche entr'ouverte dans ce qui ressemblait délibérément à une satisfaction distraite. Son contact n'était rien, mais la suggestion dans la photo, c'était tout. « Tu veux que je me penche davantage ?» demanda-t-elle, planant juste à côté de mon oreille. J'ai fait un petit hochement de tête, juste assez pour qu'elle se pose des questions. Nous ne nous sommes pas embrassés, nous ne nous sommes pas touchés au-delà d'un frôlement d'épaule ou d'un regard occasionnel. Mais les images que nous avons créées ensemble semblaient intimes, chargées. Chaque cadre chuchotait une histoire qu'Élodie ne pourrait ignorer. Nous en avons également pris quelques-unes dans la ruelle. Mur de briques crasseux. Moi tenant un café. Clara riant de quelque chose juste en dehors du cadre. Cela avait l'air réel, et je savais qu'Élodie le croirait. Quand ce fut fini, j'ai parcouru les clichés sur le moniteur. Un en particulier m'a glacé le sang. Clara derrière moi, son menton planant près de mon épaule pendant que je regardais directement l'objectif. Stoïque, indéchiffrable, pas triste, pas brisé, juste parti. Parfait, ai-je marmonné. Clara a jeté un coup d'œil. Ce n'est pas seulement à cause d'elle, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai expiré lentement et je me suis penché en avant sur mon siège. Il s'agit de savoir que je compte toujours. Elle a hoché la tête, et ce fut la fin. De retour à l'appartement, j'ai ouvert mon ordinateur portable et téléchargé 3 photos sur mon flux public. Aucune légende, aucun contexte, juste une grenade silencieuse lancée sur le seuil numérique d'Élodie. Je connaissais sa routine, samedi matin, café au lit, faisant défiler l'écran avec un doigt tout en équilibrant sa tasse dans l'autre main. J'ai imaginé le moment où elle les a vus, son pouce se figeant au milieu de l'essuyage, l'expression glissant de son visage. J'ai attendu. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré. « Élodie, c'est qui ?» Je n'ai pas répondu. 5 minutes ont passé. « Élodie, tu as l'air différent. Confiant. C'est nouveau ?» Une autre pause. Puis elle a joué la carte qu'elle sortait toujours lorsque les choses lui échappaient. « Élodie, tu me manques pour de vrai. » J'ai fixé l'écran. Ma réponse était chirurgicale. Moi, je rencontre de nouvelles personnes, moi aussi. L'espace fait des merveilles, hein? Elle n'a pas répondu pendant 1 heure, mais quand elle l'a fait, son ton était complètement différent. Élodie, peut-être qu'on devrait parler. Pas tout de suite, mais bientôt. Je suis heureuse pour toi. Tu as bonne mine. C'était sa façon d'essayer d'adoucir le coup qu'elle pensait avoir porté il y a des semaines. Mais maintenant, c'était elle qui se tenait dans le cratère, et je n'avais même pas encore allumé le feu. Le premier signe qu'Élodie était en spirale n'est pas venu sous la forme d'un appel téléphonique dramatique ou d'un message larmoyant. Il est venu sous la forme d'un commentaire soigneusement formulé sous l'une de mes photos. Bizarre, j'ai toujours aimé cette chemise sur toi. Elle essayait d'avoir l'air désinvolte, mais je la connaissais. Ce n'était pas un compliment. C'était une sonde, un test pour voir à quel point j'étais vraiment parti. Je n'ai pas répondu. Ni à cela, ni à la série de messages vagues qui ont suivi. Mardi, elle a envoyé une vidéo d'un chien que nous avions vu une fois à une foire de rue. Un bulldog ridicule portant un tutu. C'était notre blague intérieure autrefois. Plus maintenant. Ces messages sont venus plus fréquemment après cela, mais toujours enveloppés de soie. Élodie, tu es radieuse ces derniers temps. Je suis heureuse pour toi, je crois. Élodie, c'est étrange de dormir seule. Élodie, les nouvelles photos, c'est vrai ou juste une phase? Je n'ai donné que des réponses neutres. Le genre qui disait, j'ai avancé, mais pas je veux te faire du mal, parce que ce n'était pas le cas. Pas vraiment.
Je voulais juste qu'elle s'assoie avec la même incertitude qu'elle avait jetée sur mes genoux 3 semaines auparavant. De vivre dans cette douleur. De sentir le poids froid de Essie pressé contre sa colonne vertébrale à minuit. Puis est arrivé jeudi. Elle a appelé. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Quelques minutes plus tard, mon écran s'est rallumé. Élodie, Julien, je sais qu'on a dit un mois, et je respecte ça. Je le fais. Je pensais juste que peut-être on pourrait se rencontrer, juste pour parler. Rien de lourd. Je me suis penché en arrière sur le canapé, fixant le message comme s'il s'agissait d'une relique fragile de notre vie passée. C'était poli, prudent, mais sous tout ce calme, je pouvais entendre la tension. Elle se fissurait. J'ai attendu 10 minutes avant de répondre. Moi, je pense que nous devrions terminer le mois comme tu as dit. Pas de précipitation. Je trouve toujours de la clarté. Elle l'a lu instantanément. Pas de point de frappe, juste le silence. Et cela m'a tout dit. La femme qui était entrée avec assurance dans l'espace était revenue au bord de la falaise. Et maintenant, elle regardait par-dessus, réalisant qu'elle avait peut-être sauté sans parachute. Cette nuit-là, j'ai reçu un autre message. Juste une ligne. Élodie, bien sûr. Prends tout le temps dont tu as besoin. Et puis rien. Pas d'émoticône, pas d'appât séducteur, juste une phrase tendue sur un mensonge qu'elle n'arrivait pas tout à fait à empêcher de s'effilocher. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et je suis allé courir, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des semaines. Le froid me piquait les poumons, le trottoir était dur sous mes chaussures. C'était agréable, vif, vivant. Quand je suis rentré à la maison, j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone par habitude. Elle n'avait pas écrit. C'était le premier jour en 2 semaines où elle ne m'avait pas contacté. J'ai souri parce que je savais qu'elle ne me donnait plus d'espace. Elle attendait et se demandait ce qui allait suivre. Samedi matin, j'ai plié le tapis de yoga d'Élodie dans son vieux sac en toile et j'ai conduit 20 minutes jusqu'à chez ses parents. Le sac était sur le siège passager comme un passager silencieux. À l'intérieur se trouvaient quelques-uns de ses livres, son pull surdimensionné préféré et une recette manuscrite de sa mère qu'elle avait l'habitude de scotcher au réfrigérateur. Je ne lui ai pas dit que j'y allais. Son père a ouvert la porte, toujours en pantoufles. Les nouvelles du matin bourdonnaient derrière lui et l'odeur du café flottait dans l'entrée. Sa posture s'est redressée quand il m'a vu. « Julien, dit-il, surpris mais chaleureux. Je ne m'attendais pas à te voir, fils. Je voulais juste déposer quelques affaires, ai-je dit, brandissant le sac. Elle les a oubliées. Il a hoché la tête, s'écartant pour me laisser entrer. La maison était exactement la même, mur beige doux, citation au point de croix encadrée, la faible odeur de nettoyant au citron. Je peux monter ça dans sa chambre, a-t-il proposé, tendant la main vers le sac. J'ai hésité, puis j'ai souri légèrement. Elle doit apprécier ce voyage au chalet, hein. Il a cligné des yeux. Le quoi? Mon sourire n'a pas changé. Vous savez, le chalet. Il avait l'air magnifique. Vue sur la montagne, bain à remous, lumière scintillante. J'ai laissé les mots se poser lentement, comme la pluie s'infiltrant dans le béton. Elle avait l'air vraiment heureuse sur les photos. Il n'a pas répondu tout de suite, il a juste tenu le sac un peu plus fermement. Sa mâchoire s'est contractée. Ah, ce voyage, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour moi. Il y avait un silence entre nous, un silence lourd et complice. Je vais m'assurer qu'elle les reçoive, dit-il, la voix serrée. Merci de les avoir apportés. Je suis parti sans un mot de plus. Cette graine n'avait pas besoin d'être arrosée. Ce soir-là, je me suis assis sur le balcon avec une bière, regardant le soleil glisser le long des immeubles comme s'il évitait le contact visuel. Le ciel a pris la même couleur orange brûlé qui faisait qu'Élodie sortait son téléphone et prenait trop de photos. Bizarre, je ne me souvenais pas de la dernière fois qu'elle m'avait envoyé un coucher de soleil. À 21h04, elle a republié un poème sur son histoire. Une photo d'écriture cursive délicate sur du parchemin posé sur une photo en noir et blanc d'un couple assis aux extrémités opposées d'un banc. Tu ne sauras jamais la façon dont je te pleure en me tenant juste à côté de toi. Elle l'a tagué trop vrai. Elle n'avait aucune idée que je l'avais écrit plus tôt cette semaine. Je le lui avais envoyé anonymement via l'un de ses comptes littéraires qu'elle suivait.
Elle pensait que c'était juste une autre citation mélancolique d'un étranger au cœur brisé. Et elle était là, le partageant fièrement, diffusant ma tranquille accusation à ses 100 abonnés comme si cela lui appartenait. J'ai ri doucement, non pas amèrement, juste amusé par l'ironie. Elle cherchait du sens partout maintenant, et elle ne réalisait pas que le miroir qu'elle tenait était le mien. Le poème avait été la frappe la plus douce dans une série de mouvements silencieux. Chaque réponse que je lui donnais était conçue avec précision. Chaque photo, chaque pose dans la communication, tout avait une forme. Je ne la combattais pas. Je la guidais vers une prise de conscience que je n'avais plus besoin de lui expliquer. Cette nuit-là, elle m'a encore envoyé un message. Élodie, est-ce que tu as l'impression que le calme est plus bruyant que lorsque nous nous disputions? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste fixé le message, le relisant jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Puis j'ai tapé lentement. Moi, certains silences en disent plus que n'importe quel cri. Aucune réponse n'est venue, juste les points clignotants. Puis ils ont disparu. J'ai posé le téléphone et je suis entré dans la chambre, éteignant la lumière derrière moi. Elle commençait à sentir le poids de l'absence maintenant. Non seulement de moi, mais de la version de moi qui avait l'habitude de la courir après, de la supplier de parler, de briser le silence en premier. Et cette version était partie. Je ne m'attendais pas à ce que le père d'Élodie m'appelle. C'était tard lundi après-midi, et j'étais en train de poncer une table basse dans le garage quand mon téléphone a vibré. L'écran a affiché son nom, et pour une seconde, j'ai pensé que c'était peut-être une erreur de composition. Mais quand j'ai répondu, sa voix était égale, mesurée, trop contrôlée pour être désinvolte. « Julien, dit-il. Tu as un moment ?» « Bien sûr, ai-je répondu, mettant la ponceuse de côté et m'essuyant les mains sur un chiffon. « Tout va bien ?» Il y eut une pause, un bruit de mouvement à l'autre bout. « Je voulais juste te remercier d'avoir été honnête à propos du voyage. » Elle nous a dit qu'elle avait besoin d'espace. Elle a dit que c'était pour la croissance personnelle, la clarté, toutes ces bêtises de réflexion, marmonna-t-il. Sa voix était empreinte d'une déception retenue. Elle n'a mentionné personne d'autre. Elle n'a certainement pas mentionné de chalet. J'ai attendu. Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. Nous l'avons mieux élevé, a-t-il poursuivi. Ou du moins, nous le pensions. J'ai pu entendre le cliquetis d'une tasse de café. Peut-être le bruit d'une page de journal. Elle a été différente ces derniers temps. Nerveuse, elle nous évite. Et maintenant, je comprends pourquoi. Je suis resté silencieux. Le silence faisait partie du plan. J'ai toujours pensé que tu étais le plus émotif, le plus silencieux, mais stable. J'ai pensé que si les choses tournaient mal entre vous deux, ce serait parce que tu ne pourrais pas tenir le coup. Un temps s'est écoulé. Je vois maintenant que c'est peut-être parce que tu as finalement lâché prise. Il n'a pas attendu de réponse, il s'est juste éclairci la gorge et a ajouté, quoi qu'il en soit, je voulais juste que tu saches que nous pensons à toi. Quand il a raccroché, je suis resté assis un moment, le téléphone reposant sur ma cuisse. C'est étrange de constater que parfois, la justification ne vient pas sous la forme d'un cri ou sous les feux de la rampe. Parfois, elle arrive dans la voix d'un père qui essaie de comprendre les choix de sa fille. Cette nuit-là, j'ai tapé un poème. Je ne l'ai pas envoyé, je ne l'ai pas publié. Je l'ai juste enregistré dans mes notes. Vous pouvez aimer quelqu'un et quand même partir. Vous pouvez savoir qu'il ment et quand même sourire. Vous pouvez être silencieux et quand même être celui qui contrôle. Le lendemain matin, je me suis rendu au café du coin près de notre appartement. Le barman, un gars nommé Luc, m'a reconnu et a pointé du doigt une tasse à emporter déjà mise de côté. L'habituel, a-t-il souri. Et quelqu'un t'a laissé ceci. Il m'a tendu une petite enveloppe, mince, de couleur crème, sans nom. À l'intérieur, un morceau de papier plié de l'écriture d'Élodie. Serait-ce fou si je disais que tu me manques plus maintenant que lorsque nous vivions sous le même toit? Je l'ai plié une fois, l'ai glissé dans ma poche arrière et je suis parti sans répondre. Elle essayait de revenir. Non pas parce qu'elle regrettait sa décision, du moins pas entièrement, mais parce que la version de moi qu'elle s'attendait à voir brisée avait cessé d'apparaître. J'ai dépassé un fleuriste sur le chemin du retour et j'ai jeté un coup d'œil à l'étalage de bouquets, des pivoines, ses préférés, rose pâle. J'ai envisagé d'en acheter un bouquet, non pas pour le lui donner,
mais pour les regarder se faner sur mon propre comptoir. Au lieu de cela, je suis passé. Ce soir-là, je lui ai envoyé un seul message. Moi, tu as toujours ta clé. S'il te plaît, dépose-la dans la boîte aux lettres cette semaine. C'était la première fois que je ne signais pas un message de mon nom. Aucune chaleur, aucune hostilité, juste des limites écrites avec des bords nets. Sa réponse est arrivée des heures plus tard. Elodie, est-ce vraiment comme ça que ça se termine? Je n'ai pas répondu. Certaines choses ne méritent pas de ponctuation. Et ça, ce n'était pas la fin. C'était le milieu de sa prise de conscience. Le tremblement de terre qui commence lentement avant que les murs ne se fissurent. 2 jours plus tard, elle a republié une autre citation. Cette fois, c'était la mienne, une que je n'avais pas publiée publiquement, juste un morceau subtil que j'avais envoyé via une soumission privée sous un pseudonyme à l'un de ses comptes de poésie organisés qu'elle aimait. Elle l'a partagé sur son histoire avec 3 émoticônes de cœur rouge. Vous pouvez trahir quelqu'un et quand même désirer son réconfort. Ne l'appelez simplement pas amour. J'étais assis sur mon canapé, mon café refroidissant à côté de moi, regardant son nom clignoter dans mes notifications comme un papillon de nuit se cognant contre le même moustiquaire qu'elle avait elle-même verrouillé. L'ironie, elle ne réalisait toujours pas que cela la concernait. Les mots m'étaient venus il y a une semaine, lorsque je ne pouvais pas dormir et que je me retrouvais à faire les 100 pas dans l'appartement pieds nus. Chaque pas résonnant sur le plancher silencieux comme les secondes s'écoulant vers quelque chose d'inévitable. Cette nuit-là, j'ai tapé jusqu'au lever du soleil. Et maintenant, elle l'avait adopté comme son hymne. Je n'ai pas réagi. Je l'ai laissé continuer à croire que c'était juste une autre citation de quelqu'un qui avait compris. Cette nuit-là, j'ai sorti le vieil appareil photo, celui qu'elle m'avait offert pour mon anniversaire il y a 3 ans. À l'époque, elle disait qu'elle aimait la façon dont je voyais le monde. Des bords doux, des ombres audacieuses, disait-elle. J'ai réglé un autoportrait, juste moi sur l'escalier de secours, les lumières de la ville derrière moi, le menton incliné comme si je me fichais que le ciel s'écroule ou non. Je l'ai publié avec une légende qui disait simplement « Certains fantômes ne hantent pas. Ils observent ». En l'espace d'1 heure, elle m'a envoyé un message « Elodie, cette dernière photo, tu as l'air fort, calme, comme si tu avais trouvé quelque chose ». J'ai fixé son message pendant un long moment, non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je n'avais aucune envie de le dire. Au lieu de cela, je suis retourné à la photo, je l'ai regardée à nouveau et j'ai réalisé quelque chose. Elle avait raison. J'avais l'air fort, mais ce n'était pas de la force que j'avais trouvée. C'était la paix. Ce genre étrange qui ne vient pas de la vengeance ou d'un rebond, mais de la récupération de votre souffle après que quelqu'un l'a passé des mois à vous le voler sans même que vous ne le remarquiez. L'après-midi suivant, j'ai déposé la pile de ces 2 journaux à sa porte. Pas de coup, juste une note glissée à l'intérieur du premier, je pensais que tu pourrais avoir besoin de te souvenir de qui tu étais avant tout cela. Elle ne m'a pas envoyé de message, mais je savais qu'elle les avait vus car le lendemain, j'ai regardé lorsqu'elle a publié une photo d'une page vierge dans un nouveau journal. Aucune légende, juste un stylo à côté. La fille qui disait avoir besoin d'espace avait finalement arrêté de remplir le sien avec de la distraction et avait commencé à faire face au silence qu'elle pensait facile. Je n'avais pas besoin de réponse car je savais que le miroir lui avait finalement été rendu et qu'elle commençait à voir. Il était juste après 22 heures quand je l'ai entendu. Un coup doux et incertain. 3 légers tapotements, hésitants, comme si la personne de l'autre côté n'était pas sûre d'avoir la bonne adresse. Je savais avant d'ouvrir la porte. Elodie se tenait là, ses bras croisés fermement sur un cardigan beige que je n'avais pas vu depuis des années. Ses cheveux étaient tirés en arrière de manière désordonnée, non coiffés comme elle avait l'habitude de les porter lorsqu'elle voulait contrôler. Pas de maquillage, juste elle, brute et exposée sous la faible lumière du couloir. Elle n'a pas parlé au début, elle m'a juste regardé fixement comme si elle attendait que quelque chose fonde sur mon visage. Peut-être du pardon, peut-être de la colère. Je ne lui ai rien donné. Sa voix était à peine un murmure. J'ai rompu avec lui. J'ai hoché la tête, ma main toujours sur le cadre de la porte. Elle s'est approchée. Ce n'était pas ce que je pensais. Ça ne voulait rien dire. Pas vraiment. J'ai laissé le silence planer entre nous. Non par cruauté, mais juste pour lui donner de l'espace pour s'entendre. Elodie a regardé autour d'elle, évitant mes yeux.
J'étais confuse. Je pensais que j'avais besoin de clarifier les choses. Mais quand je t'ai vu t'éloigner, changer, ça m'a fait peur. Elle tremblait. Pas de façon dramatique, mais de la manière subtile dont les gens tremblent lorsqu'ils n'ont plus d'histoire pour se protéger. Je pensais que je pouvais gérer ça, a-t-elle poursuivi. Je pensais que tu attendrais, que tu serais juste là comme toujours. Je n'ai pas bougé. Je ne l'ai pas invité à entrer. J'avais tort, dit-elle, sa voix se brisant sur le dernier mot. Pour un instant, ses yeux ont cherché une once de chaleur dans les miens. Mais je n'avais plus de feu pour la brûler. Seulement de la clarté. Je voulais que tu me manques, murmura-t-elle. Au lieu de ça, je t'ai perdu. Celui-là m'a presque atteint. Presque. Je n'attends rien, dit-elle rapidement, comme si elle lisait mon silence. J'avais juste besoin de le dire. Que j'avais tort. Que je suis désolé. Puis elle m'a regardé, non pas comme elle le faisait avant lorsqu'elle voulait contrôler ou obtenir une validation, mais comme quelqu'un qui demande s'il peut s'abriter de la tempête pendant une seconde. Puis j'entrais, juste pour une minute. J'ai fait une pause, non pas pour les faits, mais parce qu'une partie de moi, profonde, silencieuse, ancienne, voulait dire oui. Mais ensuite, je me suis souvenu de la photo, du chalet, de son sourire qui ne m'était pas destiné. Et je me suis souvenu du goût du café froid et du silence étiré sur trop de matins. Je me suis écarté, les laissé entrer. Elle a traversé le seuil lentement, comme si elle entrait dans un souvenir. Ses yeux ont parcouru l'appartement. Rien n'avait changé, pourtant tout était différent. Elle s'est assise sur le bord du canapé, les mains jointes sur ses genoux. Je suis resté debout. Je voulais juste le dire en personne, murmura-t-elle. J'ai été hanté par la façon dont cela s'est terminé, ou par la façon dont je pensais que cela se terminerait. Mais maintenant. Ses yeux se sont embués, mais aucune larme n'est tombée. Je vois ce que j'ai fait, et je vois ce que tu es devenu sans moi. Elle a levé les yeux, rencontrant enfin mon regard. Tu es entier. Je n'ai pas répondu parce qu'elle n'avait pas tort. Mais ce n'était pas la même chose qu'être prêt. Et peut-être qu'elle le savait aussi. Elle s'est levée lentement. Je vais y aller. Je l'ai accompagnée à la porte, non par obligation, mais pour garder la ligne claire. Elle a fait une pause juste avant de sortir. La lumière du couloir projetait la moitié de son visage dans l'ombre. J'espère que nous pourrons parler à nouveau un jour. J'ai hoché la tête une fois. Pas de promesse. Et puis j'ai fermé la porte. Derrière elle, le couloir a résonné du bruit de pas qui s'éloignaient. À l'intérieur, le silence n'était pas vide. Il était à moi. La nuit où elle est partie, je n'ai pas bougé pendant un moment. Je suis resté debout au milieu du salon, l'air lourd de choses non dites. Son parfum persistait faiblement, quelque chose de floral, de familier. Il signifiait autrefois le réconfort. Maintenant, il me rappelait juste à quel point une personne peut enterrer un mensonge derrière des yeux doux. Je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas brisé. Juste immobile. Le genre d'immobilité qui vient après une tempête lorsque l'air sent la terre et les branches déchirées et que vous réalisez que tout a changé sans faire de bruit. Le lendemain matin, elle a envoyé un message une fois. Elodie, merci de m'avoir écouté. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Ni par texte, ni par ton. Au cours de la semaine suivante, elle n'a plus contacté. Peut-être me donnait-elle l'espace qu'elle avait promis il y a des mois. Ou peut-être avait-elle enfin compris ce que le silence signifiait vraiment quand il n'était pas théâtral, quand il était définitif. Mais je savais qu'elle n'avait pas fini d'espérer. Elle n'avait pas encore rendu la clé. Et c'était sa dernière menace de conviction. L'illusion finale. Elle s'accrochait à ce peut-être que je reviendrais. Que je dirais les mots, ouvre la porte. Je ne l'ai pas fait. Et puis est venue l'invitation. Exactement 4 semaines après le jour où elle avait fait son sac et m'avait dit qu'elle avait besoin de clarté. Elle est arrivée sous la forme d'un message formel, un choix étrange de la part de quelqu'un qui utilisait autrefois des surnoms de bébé et des autocollants en forme de cœur comme ponctuation. Elodie, dîner. Lieu neutre. Pas de pression, juste pour clore la boucle. Tu le mérites. J'ai fixé le message.
Quelque chose à ce sujet semblait répéter. Pas insincère, juste organisé. Une offre de paix déguisée en clôture. Mais cela ne m'a pas ébranlé. Je m'y étais attendu. La dernière lueur d'espoir cherchant de l'oxygène. Alors j'ai dit oui. Non pas parce que je voulais une réconciliation, mais parce qu'il me restait une dernière chose à lui donner. La vérité. Pas dans des murmures, pas en poésie, mais dans ses propres mots, ses propres confessions. Et je n'aurais pas à prononcer un seul d'entre eux. J'ai réservé le dîner, choisi l'endroit, invité les bonnes personnes. Chaque décision était délibérée, chaque pas silencieux. Le plan s'est mis en place comme des pièces de puzzle, trouvant leur place après des semaines à secouer la boîte. Et quand elle entrerait dans ce restaurant, pleine d'espoir et soignée, les yeux à la recherche d'une réunion tranquille, elle trouverait quelque chose de tout à fait différent. Pas de vengeance, pas de cruauté, juste la vérité mise à nu, et un homme qui n'avait plus besoin de demander pourquoi. Le restaurant était petit, éclairé aux chandelles, le genre d'endroit où nous célébrions les anniversaires, musique douce, serviette en lin blanc, un léger bourdonnement de conversation polie. Élodie est arrivée 10 minutes en retard, habillée soigneusement dans quelque chose de doux et de neutre. Ses yeux ont balayé la pièce avec un espoir prudent. Puis elle m'a vu et a vu les autres. 3 de nos amis communs étaient déjà assis à table. Daniel de son ancien club de lecture, Marc, un collègue qui avait trop vu, et Emma, qui nous appelait « l'idéal » à l'époque où tout semblait parfait de l'extérieur. Son sourire a vacillé légèrement, mais elle a tenu bon, s'asseyant en face de moi avec un petit « salut » essoufflé. J'ai hoché la tête. Merci d'être venu. Elle a jeté un coup d'œil aux autres. Je ne savais pas que c'était un groupe. J'ai offert un petit sourire. J'ai pensé que cela pourrait t'aider d'avoir des témoins. Elle a cligné des yeux. Pourquoi faire ? C'est à ce moment que les lumières se sont encore atténuées et que l'écran que j'avais installé derrière notre table s'est animé. Cela a commencé par des photos, des captures d'écran de ces messages pendant notre mois de séparation. Les messages tard le soir, les contradictions, les émoticônes de cœur envoyés des heures après son escapade au chalet en Savoie. Daniel a couvert sa bouche. Les yeux d'Emma se sont écarquillés. Élodie a bougé sur sa chaise, murmurant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je n'ai pas répondu. Le diaporama a continué. Un court clip a été diffusé, le message audio qu'elle avait accidentellement laissé sur ma messagerie vocale. Juste quelques secondes de rire en arrière-plan. La voix d'un homme l'appelant « bébé ». Sa propre voix disant « J'avais besoin de ça ». Mon Dieu, ça fait du bien d'oublier. La pièce est devenue immobile. Même le personnel de service s'est arrêté en plein mouvement. Les joues d'Élodie ont rougi. Ses doigts ont agrippé le bord de la table. « Julien, arrête », dit-elle, la voix serrée, tremblante. Mais cela ne s'est pas arrêté. La dernière diapositive était un poème, un qu'elle avait republié des semaines auparavant. Le celui qu'elle n'a jamais su que j'avais écrit. Il est apparu lentement, chaque ligne remplissant l'écran. Vous ne perdez pas quelqu'un lorsqu'il part. Vous le perdez lorsqu'il arrête de regarder en arrière. Et en bas, en police sans serif propre, écrit par Julien Duval. Ses yeux ont basculé vers les miens, grands ouverts, brisés. Puis, sans un mot, je me suis levé, j'ai sorti une mince enveloppe de ma veste et je l'ai posée sur la table devant elle. À l'intérieur se trouvait sa clé d'origine de mon appartement. J'ai changé les serrures la semaine dernière, ai-je dit doucement. Mais j'ai pensé que tu pourrais quand même avoir besoin de la rendre pour ta propre clôture. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. J'ai regardé nos amis, chacun d'eux silencieux, stupéfaits. Puis je me suis tourné vers elle. Merci, ai-je dit calmement, pour la clarté. Et je suis sorti. Je n'ai pas regardé en arrière. Dehors, la nuit était fraîche, l'air électrique. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti léger. Pas en colère, pas brisé, juste libre. 1 an plus tard, je me tenais en face d'une fresque murale que je ne m'attendais pas à voir. Elle était sur le côté d'une librairie du centre-ville, haute brique blanche baignée par la lumière du début de soirée. Quelqu'un avait peint les mots en gros traits noirs, nets et calmes contre la texture rugueuse du mur. Certaines personnes ne vous perdent pas. Elles confondent simplement votre silence avec l'absence. Et au moment où elles comprennent la différence,
vous vous êtes déjà épanoui sans elle. En dessous, plus petit mais toujours lisible, il y avait une ligne qui m'a coupé le souffle. Extrait de Non-dit, un recueil de poésie par Julien Duval. Je n'avais pas su que la citation prendrait une telle ampleur. Ce qui avait commencé comme une poignée d'entrée que j'avais griffonnée dans la solitude s'était transformé en un livre modeste, auto-publié, un projet dans lequel je m'étais investi pendant des nuits blanches et des matins tachés de café. Je ne l'ai pas beaucoup promu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il résonne au-delà d'un petit cercle, mais c'est le cas. Il a fait son chemin en ligne. Partagé, mis en évidence, repris. Un jour, j'ai reçu un message d'une amie qui enseignait l'anglais à l'université de Lyon. Elle a dit que ses étudiants me citaient dans des essais sur la résilience et le chagrin. J'ai ri, non pas parce que je n'y croyais pas, mais parce que quelque part au fond de moi, je savais que cette histoire signifierait quelque chose, même si ce n'était que pour moi. Le mot qu'elle dit n'était pas dans le livre, pas directement, mais dans les remerciements, enfouis entre des lignes de gratitude et des hochements de tête silencieux aux personnes qui m'avaient aidé à guérir. J'ai écrit, à celle qui a demandé de l'espace. Tu m'as donné plus de place que je n'en avais jamais eu besoin. Merci de m'avoir montré à quel point il était possible de grandir là. J'ai entendu dire qu'elle avait vu la fresque murale. Une amie m'a dit qu'elle était passée devant en se rendant à un nouveau travail. Elle est restée là quelques minutes. L'a lu 2 fois. N'a pas pris de photos. N'a pas publié de réaction. Elle a juste fixé et s'est éloignée. Ils ont dit qu'elle avait l'air défaite, pas dévastée, juste brute d'une manière qui vient de la reconnaissance de quelque chose qu'elle avait autrefois rejeté et qui est maintenant gravée dans la pierre pour que d'autres l'admirent. Je n'ai pas eu de ces nouvelles depuis la nuit de ce dîner. Elle n'a jamais rendu la clé. Elle n'en avait pas besoin. J'ai changé les serrures de toutes les manières importantes. Maintenant, quand les gens me demandent ce qui a inspiré le livre, je ne leur donne pas l'histoire complète. Juste un sourire et une seule ligne. Cela a commencé avec quelqu'un qui avait besoin d'espace. Et parfois, s'ils insistent, j'ajouterai, elle a eu son moi. J'ai eu tout le reste.